Et si le vrai problème n'était pas combien vous gagnez, mais combien vous contrôlez réellement. Beaucoup de personnes travaillent dur, elles se lèvent tôt, rentrent tard, et pourtant, elles restent coincées au même niveau financier, année après année. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a jamais appris une chose essentielle. Le revenu sans contrôle est une illusion de richesse. Imaginez un instant que chaque euro, chaque franc, chaque dalasi que vous gagnez travaille pour vous, au lieu de disparaître sans laisser de traces. Imaginez que vous puissiez décider de votre avenir financier, au lieu de le subir. Ce n'est pas un rêve réservé à une élite, c'est une discipline, une stratégie, une façon de penser. Dans ce discours inspiré par les enseignements puissants de Jim Rohn, vous allez découvrir pourquoi certaines personnes transforment leur vie avec les mêmes revenus, pendant que d'autres stagnent. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre aujourd'hui peut littéralement changer votre relation avec l'argent et redéfinir votre futur. Leçon 1. Ce n'est pas ce que vous gagnez, c'est ce que vous gardez. L'illusion la plus persistante dans le monde de la finance personnelle est de croire que l'augmentation des revenus est le remède miracle à tous les maux financiers. Pourtant, l'histoire économique regorge de récits de sportifs de haut niveau, de gagnants de loterie ou de cadres supérieurs qui, malgré des gains colossaux, finissent ruinés. La réalité est que le revenu brut n'est qu'une donnée de vanité. La seule mesure qui compte réellement pour votre avenir est votre capacité de rétention. Gagner plus ne sert strictement à rien si chaque nouvel euro perçu s'évapore instantanément dans le gouffre des passifs. C'est le principe de l'hémorragie financière. Peu importe la quantité de sang que vous injectez dans le système, si les plaies ne sont pas pansées, l'issue reste fatale. Ce phénomène est scientifiquement documenté sous le nom de l'inflation du mode de vie. À mesure que notre carrière progresse, nous avons tendance à normaliser des luxes qui deviennent rapidement des nécessités perçues. Le petit appartement devient une maison de standing, la voiture fiable devient une berline de luxe, et les loisirs simples se transforment en abonnements coûteux. Ce glissement est souvent imperceptible car il est socialement encouragé. Nous vivons dans une culture qui juge la réussite à l'apparence de la dépense plutôt qu'à la solidité du bilan comptable. Rompre avec ce cycle demande une prise de conscience brutale. La richesse ne se voit pas. Elle se possède sous forme d'actifs qui ne sont pas encore dépensés. La clé réside dans la dissociation totale entre votre niveau de vie et votre courbe de revenus. Pour bâtir une fortune durable, il est impératif de maintenir une marge, un écart systématique entre ce que vous encaissez et ce que vous consommez. C'est dans cette zone grise, souvent appelée capacité d'épargne, que réside votre véritable liberté. Conserver une partie de ses revenus, quoi qu'il arrive, n'est pas un acte de privation, mais un acte de self-control souverain. C'est décider que votre moi futur mérite davantage cet argent que les entreprises de marketing qui sollicitent votre attention immédiate. Il faut également comprendre la fiscalité et les coûts frictionnels. Ce que vous gardez, c'est ce qui reste après le passage de l'État, des frais bancaires et de l'inflation. Apprendre à optimiser ce qui reste dans votre poche est parfois plus rentable que de chercher à obtenir une augmentation de salaire de 10%. Un sou économisé a souvent plus de valeur qu'un sou gagné, car l'économie n'est pas taxée. En développant une mentalité de gestionnaire plutôt que de simple consommateur, vous transformez votre relation à l'argent. Vous ne voyez plus un billet comme un ticket d'achat, mais comme une graine qui, si elle est conservée, peut devenir un arbre. Enfin, la rétention financière crée un filet de sécurité psychologique indispensable à la prise de risque. Celui qui dépense tout ce qu'il gagne est un esclave de son prochain bulletin de paie. Il ne peut pas dire non à un patron toxique ou saisir une opportunité d'investissement risqué. En revanche, celui qui a appris à garder une part substantielle de ses gains accumule un capital de liberté. Ce capital lui donne le pouvoir de négocier et la sérénité nécessaire pour planifier à long terme. En somme, la richesse n'est pas le flux de l'argent qui traverse vos mains, mais le stock qui s'accumule dans votre réservoir. Leçon 2. Donnez une mission à chaque revenu. L'argent est, par nature,
une énergie fluide qui cherche constamment une issue. Si vous ne lui imposez pas une direction précise dès qu'il arrive sur votre compte, il trouvera naturellement le chemin de la moindre résistance. Les petites dépenses impulsives, les frais oubliés ou les gadgets technologiques. Donner une mission à chaque euro, c'est passer d'une gestion réactive, où l'on regarde ce qu'il reste à la fin du mois, à une gestion proactive. C'est le concept du budget base zéro, où chaque centime est affecté à une catégorie spécifique avant même d'être dépensé. Cette intentionnalité transforme radicalement votre paysage financier. Assigner un objectif clair à vos revenus permet de hiérarchiser vos priorités de vie. L'argent sans direction est un outil gaspillé. Imaginez un chef de chantier qui recevrait des matériaux sans plan de construction. Les briques finiraient par s'empiler inutilement ou être volées. De la même manière, votre argent doit être réparti selon des piliers stratégiques. Une part pour les besoins essentiels, logement, nourriture, une part pour la sécurité, épargne de précaution, une part pour la croissance, investissement, et une part pour l'épanouissement, formation, loisirs. Cette segmentation empêche la confusion mentale qui mène souvent au stress financier. L'une des missions les plus cruciales à assigner est celle de l'investissement. Considérez l'investissement non pas comme un surplus optionnel, mais comme une facture obligatoire que l'on se doit à soi-même est le secret des plus grandes fortunes. En automatisant cette mission, vous retirez l'émotion de l'équation. Votre revenu sait qu'il doit aller travailler sur les marchés financiers ou dans l'immobilier avant même que vous n'ayez eu la tentation de le dépenser pour un plaisir éphémère. Cette discipline de l'affectation transforme l'argent de simple moyen d'échange en un soldat dévoué à votre indépendance. Donner une mission à l'argent permet aussi de mieux savourer ses dépenses de loisirs. Beaucoup de gens ressentent une forme de culpabilité lorsqu'ils achètent quelque chose de non essentiel, car ils craignent secrètement que cet argent ne manque ailleurs. En revanche, si vous avez une catégorie plaisir clairement définie et alimentée, après que vos obligations et vos investissements ont été remplis, vous pouvez dépenser cet argent avec une liberté totale. L'argent a rempli sa mission de loisir, et il le fait sans compromettre votre avenir. La clarté apporte la paix d'esprit. Enfin, cette méthode permet de détecter les fuites financières. Lorsque vous forcez chaque euro à avoir un nom, vous réalisez rapidement que certains soldats partent dans des missions inutiles, abonnements jamais utilisés, assurances en doublon ou frais bancaires cachés. Recrutez votre argent pour des missions productives plutôt que de le laisser errer sans but est la différence entre subir sa vie financière et la piloter. C'est en devenant le général de votre propre armée de capitaux que vous construirez une citadelle inattaquable face aux aléas de l'économie mondiale. Leçon 3. Développer la discipline financière. La discipline financière est souvent perçue, à tort, comme une forme de restriction ou de punition. En réalité, elle est la forme la plus pure de liberté. Comme le disait l'ancien Navy SEAL Jocko Willink, discipline equals freedom. Sans règles strictes et habitudes répétées, vous êtes l'esclave de vos pulsions immédiates et des sollicitations constantes de la société de consommation. La discipline est le pont entre vos objectifs financiers ambitieux et leur réalisation concrète. Elle ne dépend pas de l'intensité d'un effort ponctuel, mais de la constance de petits gestes quotidiens qui, par l'effet des intérêts composés, produisent des résultats extraordinaires. Développer cette discipline commence par la maîtrise de son propre comportement. Le plus grand ennemi de votre compte en banque n'est pas le marché boursier ou l'inflation, c'est le miroir. La capacité à différer la gratification, savoir dire non aujourd'hui pour avoir un grand oui demain, est le prédicteur le plus fiable de la réussite financière. Cela implique de suivre un budget avec rigueur, non pas pour compter chaque centime, mais pour rester aligné avec ses valeurs. La discipline, c'est vérifier ses comptes régulièrement, même quand on sait que les chiffres ne sont pas bons, afin de garder le contact avec la réalité. L'automatisation est l'allié naturel de la discipline. Puisque la volonté humaine est une ressource limitée et faillible, le système doit prendre le relais.
Mettre en place des virements automatiques vers ces comptes d'investissement dès le jour de la paie est un acte de discipline structurelle. Cela force le respect de la règle d'or. Payez-vous en premier. En rendant l'épargne inévitable et la dépense superflue difficile, vous créez un environnement où la réussite devient le chemin par défaut. La discipline devient alors une habitude, une seconde nature qui ne demande plus d'efforts conscients. Éviter les dettes de consommation est un autre pilier fondamental de cette discipline. Utiliser le crédit pour acheter des biens qui se déprécient est un acte de sabotage financier. Le discipliné comprend que les intérêts qu'il paie aujourd'hui sont des revenus qu'il vole à son futur. Il préfère attendre, économiser et acheter au comptant, ou mieux encore, n'acheter que ce que ses actifs peuvent lui offrir. Cette rigueur face au crédit facile est ce qui sépare ceux qui bâtissent un patrimoine de ceux qui financent celui des banques. C'est une résistance mentale face à la gratification instantanée. Enfin, la discipline financière exige de la persévérance lors des périodes de vaches maigres ou de crise économique. Il est facile de maintenir de bonnes habitudes quand tout va bien, mais la véritable discipline se révèle quand les marchés chutent ou que les revenus stagnent. Rester fidèle à sa stratégie, ne pas céder à la panique et continuer à investir régulièrement, demande une force de caractère peu commune. C'est ce calme dans la tempête qui permet de traverser les cycles économiques et d'en sortir plus fort. La liberté financière n'est pas un sprint, c'est un marathon où la régularité du souffle importe plus que la vitesse de pointe. Leçon 4. Investissez en vous-même. Le concept d'investissement est trop souvent limité aux actifs tangibles, comme les actions ou l'immobilier. Pourtant, le rendement le plus élevé, et de loin, provient de l'investissement dans votre propre capital humain. Benjamin Franklin disait « Un investissement dans la connaissance paie toujours les meilleurs intérêts. Vos compétences, vos connaissances, votre réseau et votre santé mentale sont les seuls actifs que personne ne peut vous voler, ni aucune crise économique d'évaluer. Dans une économie de la connaissance en constante mutation, votre capacité à apprendre et à vous adapter est votre assurance vie la plus solide. Augmenter votre valeur intrinsèque sur le marché est le moyen le plus rapide de générer un surplus de capital à investir. Si vous doublez vos compétences, vous ne doublez pas simplement votre salaire, vous augmentez de manière exponentielle votre capacité d'épargne. Un employé qui se forme aux nouvelles technologies ou un entrepreneur qui maîtrise l'art de la négociation devient antifragile. Plus vous devenez rare et précieux, plus vous avez de leviers pour dicter vos conditions financières. L'éducation formelle s'arrête à l'école, mais l'auto-éducation est ce qui permet de faire fortune. Investir en soi-même, c'est aussi prendre soin de son outil de travail principal, son corps et son esprit. Une santé défaillante peut anéantir des décennies de planification financière en quelques mois de frais médicaux ou d'incapacité de travail. De même, une psychologie fragile mène à de mauvaises décisions d'investissement dictées par la peur ou l'avidité. Consacrer du temps et de l'argent à une alimentation saine, à l'exercice physique et à la lecture de livres stimulants n'est pas une dépense, c'est une maintenance préventive de votre actif le plus rentable. Un esprit clair voit des opportunités là où les autres voient des problèmes. Le développement du réseau professionnel est une autre facette essentielle. On dit souvent que votre réseau est votre capital net. S'entourer de personnes qui ont déjà réussi, trouver des mentors ou participer à des cercles de réflexion permet d'accéder à des informations privilégiées et à des opportunités invisibles pour le grand public. L'investissement en temps pour cultiver des relations authentiques et de haute valeur est un multiplicateur de richesse. Une seule recommandation ou une seule idée partagée lors d'un déjeuner peut valoir plus que 10 ans de dur labeur isolé. Enfin, investir en soi nécessite une curiosité intellectuelle insatiable. Le monde change à une vitesse vertigineuse. L'intelligence artificielle, les nouvelles formes de finances décentralisées et les mutations géopolitiques redéfinissent les règles du jeu. Celui qui cesse d'apprendre après son diplôme devient obsolète en quelques années. Consacrer une partie de son budget chaque mois à des formations, des séminaires ou des ressources éducatives est le meilleur pari que vous puissiez faire. C'est ce savoir accumulé qui vous permettra de repérer les tendances de demain
et de positionner votre argent là où la croissance sera la plus forte. Leçon 5. Faites travailler votre argent pour vous. La majorité des gens passent leur vie entière à courir après l'argent, échangeant leur ressource la plus précieuse et limitée, le temps, contre un salaire. C'est un combat perdu d'avance, car le temps finit toujours par s'épuiser. La véritable transformation financière commence au moment précis où vous inversez ce rapport de force, quand l'argent cesse d'être une fin en soi pour devenir un outil qui génère d'autres revenus sans votre intervention directe. C'est le passage du statut de travailleur à celui de propriétaire d'actifs. Faire travailler son argent, c'est engager des employés numériques ou immobiliers qui travaillent pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le moteur de cette transformation est l'intérêt composé, qu'Albert Einstein qualifiait de 8e merveille du monde. Chaque euro investi aujourd'hui est un esclave qui travaille pour vous. Les intérêts que cet euro produit sont les enfants de cet esclave, qui se mettront eux aussi au travail pour produire des petits-enfants. Avec le temps, cette armée de capital grandit de manière exponentielle. Au début, les résultats sont modestes et demandent de la patience, mais après un certain seuil, la croissance devient parabolique. Le but ultime est d'atteindre le point d'inflexion où les revenus générés par vos investissements couvrent la totalité de vos dépenses de vie. Pour y parvenir, il faut acquérir des actifs réels. Un actif est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche, tandis qu'un passif est quelque chose qui en sort. L'immobilier locatif, les actions à dividendes, les obligations, les entreprises automatisées ou les droits de propriété intellectuelle sont autant de véhicules de revenus passifs. La diversification est ici fondamentale. Ne dépendez jamais d'une seule source de revenus. En construisant un portefeuille d'actifs variés, vous vous protégez contre les aléas d'un secteur particulier. Votre argent devient alors un bouclier contre l'incertitude économique. Il est crucial de comprendre que faire travailler son argent demande initialement un effort intellectuel important. Il ne s'agit pas de confier aveuglément ses économies à un conseiller bancaire, mais de comprendre les mécanismes de création de valeur. Vous devez apprendre à évaluer un risque, à lire un bilan comptable ou à analyser un marché immobilier. Cet investissement initial entend pour comprendre où vous placez votre argent et ce qui garantit la pérennité de vos revenus futurs. L'argent est un serviteur fidèle, mais un maître tyrannique. Il faut savoir le dompter par la connaissance. La finalité de cette leçon est la conquête du temps. Lorsque votre argent travaille pour vous, vous regagnez la souveraineté sur votre propre existence. Vous ne travaillez plus parce que vous y êtes obligé par la nécessité, mais parce que vous le choisissez par passion. La richesse n'est pas le nombre de chiffres sur un compte en banque, c'est le nombre de jours que vous pouvez vivre sans travailler tout en maintenant votre niveau de vie. C'est là que commence la vraie vie, celle où vos décisions ne sont plus dictées par la survie financière, mais par vos aspirations les plus profondes et votre contribution au monde. Contrôler vos revenus, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de pouvoir. Le pouvoir de choisir votre vie, de décider de votre avenir, de sortir des limites imposées par vos circonstances actuelles. Trop de gens vivent dans un cycle sans fin, travailler, dépenser, recommencer. Mais vous, aujourd'hui, vous avez une opportunité différente. Une opportunité de prendre conscience que chaque décision financière compte. Chaque habitude construit soit votre liberté, soit vos chaînes. Comme l'enseignait Jim Rohn, le succès n'est pas magique, il est méthodique. Il repose sur de petites actions répétées chaque jour. Épargner un peu, apprendre un peu, investir un peu. Et avec le temps, ces petits choix créent des résultats extraordinaires. La transformation de votre vie ne commence pas quand vous gagnez plus. Elle commence quand vous décidez de mieux gérer ce que vous avez déjà. Alors posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à reprendre le contrôle? Parce que votre futur financier commence aujourd'hui.